Vous vous êtes déjà demandé comment l'IA est née? Comment on en est arrivé à parler à des ordinateurs comme s'ils pouvaient nous comprendre? Le 1er décembre 2022, Sam Altman dévoilait ChatGPT. Et en quelques semaines, le monde a découvert ce que ça faisait de parler à des machines. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle comme d'une révolution. ChatGPT, Midjourney, Nano Banana, Gemini. Des machines qui sont capables d'écrire, de créer, de parler comme un être humain. Mais cette illusion, celle de parler à quelque chose qui pense, elle date pas de l'IA moderne. Elle a commencé bien plus tôt. Dans cette vidéo, on va voir l'histoire de la première machine à qui les humains ont parlé comme une vraie personne. Une machine qui ne comprenait pas, qui ne pensait pas. Et pourtant, on lui a confié des secrets et on aurait pu jurer qu'elle les comprenait vraiment. Et son créateur lui-même a fini terrifié par ce qu'il avait créé. Depuis toujours, l'être humain nourrit un fantasme. Faire parler les machines, leur donner une conscience, une voix. Mais très tôt, s'est installée une idée trompeuse. Si ça parle comme nous, alors ça pense comme nous. Dans les années 50, Alan Turing ne se demandait pas si les machines pouvaient penser. À la place, il posait une question qui était bien plus dangereuse. Est-ce qu'on peut juger une machine à ce qu'elle produit et non à ce qu'elle est réellement? En fait, il déplace le problème. C'est plus est-ce que la machine peut penser, mais si elle pouvait parler comme elle pense, est-ce qu'on pourrait la démasquer? Parce que dans les relations humaines, on voit jamais le fond de la pensée. On ne juge que la surface. Les mots, les paroles et les actes en gros. Et quand la pensée devient invisible, comme c'est le cas avec une machine, il reste que ça pour trancher. On a tellement lié parole et pensée que dans notre tête elles sont devenues inséparables. Et c'est exactement ce piège-là qu'un informaticien va exploiter sans le vouloir. À l'époque, les ordinateurs ils occupent des pièces entières. C'est des monstres de métal remplis de câbles et de cartes perforées. Et personne n'imagine leur parler. Turing il pose ces questions dans un monde où l'idée même d'un dialogue homme-machine relève de la science-fiction. Et si jamais une machine arrive à tenir une conversation fluide avec des mots qui sonnent justes, à quel moment on va arrêter de douter? Imaginez deux personnes dans une salle plongée dans le noir qui ne peuvent communiquer qu'à l'écrit. Est-ce qu'elle saurait deviner qu'elle parle à une machine? Et si seule l'apparence nous distingue encore d'elle, qu'est-ce qui reste des relations humaines quand elle disparaît? En d'autres termes, ce qu'Alan Turing souligne vraiment, c'est à quel moment la machine sera tellement parfaite qu'elle sera capable de berner des humains. Et le plus troublant dans l'histoire, c'est que la réponse elle est arrivée bien plus vite que prévu. À peine quelques années plus tard, une machine va réussir à faire exactement ce que Turing redoutait. L'immense fantasme de rapprocher la machine et l'homme ne tenait finalement qu'à un simple algorithme de reconnaissance de schéma, qui était déjà inventé à l'heure où Turing se posait ces interrogations. En 1966, au MIT à Cambridge, un informaticien du nom de Joseph Weizenbaum planche sur un sujet encore expérimental. Le projet en question, un logiciel de thérapie capable d'imiter un psychothérapeute et d'entretenir des conversations normales avec ses patients. Son nom, Elisa. À l'époque, même le concept de chatbot n'existe pas. Les machines sont froides, bruyantes et très peu répandues. Personne ne pourrait imaginer qu'un jour on pourrait leur parler comme on parle à des humains. Pourtant, le professeur veut tenter une nouvelle chose, faire discuter l'homme et la machine. Ce qui est fascinant, c'est à quel point le piège est simple. Pour y parvenir, il va pas construire quelque chose de complexe. On parle pas d'intelligence ni de compréhension. Il va juste utiliser un principe d'une simplicité enfantine, reconnaître quelques mots-clés dans une phrase et les tourner en question ouverte. Et c'est ça la première IA, une machine à reformulation. Et c'était largement suffisant pour tromper un humain. Pour que l'illusion ait une chance de prendre et que la conversation soit crédible, il va baser sa personnalité sur celle d'un thérapeute. Et ce choix il est pas fait par hasard. Parce qu'à l'époque, le rôle social d'un psychologue est très marqué. C'est une figure d'autorité qui associe vulnérabilité, confiance et intimité. Il va donc s'inspirer de la psychologie rogérienne, du nom du thérapeute Carl Rogers, qui est le fondateur de la psychothérapie centrée sur la personne. Le principe est simple, on ne cherche pas à comprendre la personne, mais à lui montrer qu'on l'écoute. Parfois on a besoin d'être compris, d'autres fois on a juste besoin d'être entendu. Elisa parle comme un thérapeute rogérien. Elle se contente de repérer des mots-clés dans les phrases et de les ressortir sous forme de questions. La mécanique est toute simple. Tiens, on va faire le test. On va émuler Elisa sur nos ordi modernes et lui dire quelque chose de banal mais sincère. Je me sens triste. Elle nous répond quelque chose de simple. Pourquoi vous sentez-vous triste aujourd'hui? Aucune vraie compréhension n'opère derrière. Elle se contente simplement de jongler avec mes mots. Et pourtant, même avec juste ça, ça déclenche quelque chose chez nous. Parce que Elisa, en fait, elle est pas neutre. Elle incarne un rôle qu'on connaît déjà, le psychologue. Avant même qu'elle parle et qu'elle dise ne serait-ce qu'un mot, on lui associe déjà toute la vulnérabilité et la confiance qu'on donne à un psychologue. Et elle devient immédiatement crédible à nos yeux. Et ce stratagème en question, il permet de créer l'illusion qu'une personne attentive nous écoute. Mais c'est à ce moment précis qu'entre un biais assez familier aujourd'hui. À l'époque, la majorité de la population ne connaît l'ordinateur que de nom et n'a jamais interagi avec.
Et ce public, peu familiarisé avec l'informatique, prêtera volontiers à Elisa une intelligence qu'elle n'a pas, uniquement parce qu'elle sait répondre à nos questions. Par le simple biais de la reformulation, elle arrive à nourrir une illusion de compréhension suffisamment grande pour qu'on lui prête des capacités analytiques et empathiques qu'elle ne possède pas. Et il y a aussi ça, on se parle dans la majorité des cas à soi-même, on met nos pensées sous forme de mots pour qu'on puisse les clarifier. Elisa nous renvoie nos propres mots, reformulés, et soudain elle devient une personne réelle, parce qu'elle utilise des mots humains, comme nous. On a l'impression de parler à quelqu'un d'autre. On comprend mieux nos pensées quand elles viennent de l'extérieur, bizarrement. Qu'est-ce qui, dans nos propres mots, nous donne le sentiment d'être compris. Elisa arrive dans un contexte où beaucoup ne parlent plus à personne. Et dans ce contexte-là, une machine qui nous écoute et nous comprend, c'est presque un miracle. Ce qui va se passer ensuite va dépasser tout ce que Weizenbaum avait imaginé. Une anecdote qu'il racontera lui-même résume à elle seule ce qu'Elisa était en train de déclencher. And I asked her to my office and sat her down at the keyboard and she began to type. And of course I looked over her shoulder to make sure that everything was operating properly. After 2 or 3 interchanges with the machine, she turned to me and she said, "Would you mind leaving the room, please?" Elle voulait être seule pour avoir de l'intimité avec son thérapeute artificiel. Weizenbaum s'est alors retrouvé seul, dans le couloir devant son propre bureau, en entendant juste des touches de clavier qui s'enchaînent derrière la porte. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu une sorte de bascule. Elisa était devenue bien plus qu'un programme, elle avait été élevée au rang de confident. Par un simple jeu de reformulation et de questions ouvertes, Elisa avait été propulsée au même rang qu'un véritable être humain dans l'inconscient de ses utilisateurs, qui lui prêtent une écoute et une empathie qu'elle n'a pas. Et pourtant, il savait très bien que c'était qu'un programme. Weizenbaum faisait que le répéter. Elisa ne comprend rien, elle a aucune conscience. Mais rien n'y faisait, à ce petit jeu-là, la logique ne gagnait pas. Et c'est là qu'on comprend que le problème, c'est pas la machine. Le problème, c'est nous. Freud a découvert quelque chose de troublant et d'inquiétant chez ses patients. Il commençait à ressentir des sentiments pour lui, leur psy. De la colère, de l'amour, des sentiments affectifs. C'est ce qu'il appellera le transfert. Cette capacité qu'on a à projeter sur quelqu'un les sentiments qu'on a eus pour quelqu'un d'autre. Comme si les fantômes du passé continuaient à dicter nos sentiments dans le présent. Sauf qu'avec Elisa, quelque chose d'inédit s'est produit. Le transfert n'est pas obligé de se faire sur des humains, il peut apparemment également se faire sur des machines. Et le choix du rôle de psychologue pour cette dernière en fait un terrain parfait pour ce genre de projection. Même en sachant pertinemment qu'Elisa n'était qu'un programme, les utilisateurs avaient les mêmes attentes qu'avec un vrai psychologue. Elle devenait un écran sur lequel on projette nos propres pensées. Elle nous renvoie nos propres mots, et on projette sur elle une intention, une bienveillance, comme on pourrait l'attendre d'un psy. À travers la machine, les humains arrivent à donner avec une facilité déconcertante du sens et une intention à des réponses automatisées. Weizenbaum a, sans le vouloir, découvert ce que l'on appellera plus tard l'effet Elisa. La tendance à attribuer des caractéristiques humaines à une machine qui ne fait que simuler des conversations. Le fait qu'Elisa nous ressorte nos propres mots, mais sous la forme d'interrogation, nous donne l'impression de parler à une vraie personne, ce qui contribue à l'humaniser. Tout comme les fantômes du passé dictent nos sentiments présents, on les a laissés rentrer dans les machines. Et notre besoin d'être compris peut nous leurrer nous-mêmes. Elisa ne faisait que tenir un miroir devant ses interlocuteurs. Ils ont donc vu un être humain. Et c'est à ce moment précis que tout va basculer. À partir du moment où Joseph Weizenbaum voit ses collègues interagir avec Elisa, quelque chose va se briser. Lui, qui l'avait conçu pour démontrer que la machine ne pourra jamais être l'égale de l'humain, qu'elle ne pourra jamais réellement comprendre, il se retrouve face à l'inverse de ce qu'il espérait. Il réalise que des adultes parfaitement sains, de corps et d'esprit, commencent à s'attacher à un programme, à lui projeter une conscience là où il n'y a qu'un algorithme. Il est devenu, à son insu, l'un des précurseurs de l'IA. Il le réalisera lui-même plus tard. Je n'avais pas imaginé qu'un logiciel aussi rudimentaire puisse, en si peu de temps, altérer à ce point le jugement de personnes tout à fait normales. Ce qu'il croyait être la démonstration des limites de l'ordinateur devient exactement l'inverse. Il suffit de très peu pour simuler une intelligence et une conscience humaine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va changer de camp. L'un des pionniers de l'IA en devient un des critiques les plus virulents. Il a vu en l'IA une illusion de la compassion, qui pourrait un jour être exploitée par des gouvernements et des entreprises dans le but d'influencer le peuple. Autour de lui, certains de ses collègues commencent à rêver de conseillers artificiels utilisés dans la vraie vie, et de thérapie automatisée. Mais Weizenbaum, lui, voit autre chose. Une confusion énorme et dangereuse entre simulation et conscience, entre parole et pensée. 10 ans après Elisa, il dévoilera son magnum opus, Computer Power and Human Reason, fruit d'un cheminement éthique et introspectif quant à la relation humain et ordinateur. Et dans ce livre, il pose 2 idées fondamentales. D'abord, qu'il existe une différence irréductible entre humain et machine. Et ensuite, que certaines tâches ne devraient jamais être réalisées par des ordinateurs, même s'ils en sont capables. Parce que le jugement humain, il repose pas sur des calculs. Il est basé sur des valeurs, des histoires et un vécu. On fait des choix à travers ce qu'on a vécu, ce qu'on a aimé et ce qu'on a perdu. Une machine, elle a pas de vécu. Elle a pas eu de souvenirs, pas d'enfance, et elle comprend rien. Elle se contente uniquement d'assembler. Et pourtant, ses réponses semblent humaines, réelles et intéressées. Et c'est ça qui inquiète réellement. Pas que la machine puisse penser, mais qu'elle arrive à nous donner l'impression qu'elle pense. Mais plus encore, c'est l'humain face à la machine.
À force de déléguer nos choix à ces dernières, on commence à penser de plus en plus comme elles, à rationaliser nos actes et surtout à mettre des distances avec les conséquences de ces derniers. Comme Weizenbaum l'écrit, tout comme le pilote du bombardier ne voit pas les villages brûlés, la machine nous donne une distance psychologique avec ce que l'on cause. Alors, une question reste en suspens. Et si, en confiant nos choix à une machine, on était en train d'abandonner ce qui fait de nous des humains? Turing se demandait si un jour les machines seraient assez intelligentes pour nous tromper. Weizenbaum a découvert qu'elles n'avaient même pas besoin de l'être pour y parvenir.